Le 20 janvier 2014, lorsqu'Andrea Accomazzo se rend à l'Agence spatiale européenne, il ne sait pas encore que la sonde Rosetta, qu'il pilote depuis 10 ans, entrera dans l'histoire. Dans 6 mois, Rosetta atteindra son objectif, la comète 67P. Elle couronnera des siècles de recherche scientifique qui questionnent la place de l'homme dans l'univers. Comment la vie est-elle apparue? A-t-elle pu émerger ailleurs que sur Terre? Des questions qui ont inspiré l'une des missions les plus ambitieuses de l'exploration spatiale. Ce soir, l'équipe d'Andrea Accomazzo attend que la sonde Rosetta rétablisse le contact après 3 ans de silence. En 2004, Rosetta quittait la Terre pour un voyage de 6 milliards de kilomètres, emportant avec elle le travail de milliers d'ingénieurs et 2 générations de chercheurs. Mais après 7 ans de voyage, alors que Rosetta se trouvait à plus de 700 millions de kilomètres du Soleil, l'énergie produite par ces panneaux solaires est devenue insuffisante pour la maintenir en veille, contraignant Andrea Accomazzo à lancer une procédure risquée. Couper tous les systèmes électriques et laisser Rosetta filer dans le système solaire sans aucun contact avec le directeur de vol. Ce matin, si tout s'est passé comme prévu, une horloge interne a dû réveiller les instruments de Rosetta et orienter son antenne vers la Terre. Au même moment, en Australie et en Californie, 2 antennes terrestres ultra-sensibles pointent dans la direction supposée de Rosetta, dans l'espoir de capter son signal. La communication doit être rétablie à 18 heures. Le signal doit apparaître sur ces écrans. C'est un analyseur de spectre. On voit actuellement beaucoup de bruit et lorsque le signal arrivera, on verra de grandes lignes verticales. Dans la salle de presse de l'ESA, les scientifiques impliqués dans le projet Rosetta sont venus assister à l'une des phases les plus critiques de la mission qu'ils ont imaginée il y a plus de 20 ans. L'objectif final de Rosetta, c'est approcher une comète à quelques kilomètres d'altitude, l'accompagner pendant plusieurs mois et lâcher un atterrisseur Philae à sa surface pour analyser sa matière. Une matière qui aurait été préservée intacte depuis la naissance du système solaire. Tout se trouve dans le nom de cette mission, Rosetta, comme pierre de Rosette, parce qu'on espère à partir de cette mission, et on peut penser raisonnablement y parvenir, à la fois comprendre l'origine du système solaire, comprendre peut-être même aussi la façon dont la vie est apparue sur Terre. Mais alors que le signal de Rosetta aurait dû apparaître sur les écrans, toutes les ambitions scientifiques se découvrent dépendantes du démarrage d'un ordinateur resté éteint pendant 32 mois dans le froid de l'espace. Jean-Pierre Bibring est l'une des figures charismatiques de la mission Rosetta. Présent dès son origine, il a dirigé la conception de l'atterrisseur Philae, le module qui devra se poser sur la comète. Toutes les missions spatiales, quelque part, portent toujours une très grande part de risque. Parce qu'une bonne mission, c'est une mission qui va essayer de coupler l'ambition scientifique aux défis technologiques. Donc à chaque fois, on est un peu à la limite de ce que l'on sait faire.
Par exemple, si le réveil ne fonctionne pas, on ne peut rien faire. Le contact avec la sonde est rétabli. Mais pour Andrea Accomazzo, le pilote, les opérations les plus délicates s'annoncent. Repérer la comète 67P, un objet de quelques kilomètres de long qui file au fond du système solaire, diriger la sonde Rosetta vers elle et y déposer un laboratoire destiné à comprendre les origines de la vie. Tout ce que l'on fait avec Rosetta, c'est d'essayer de comprendre la spécificité de ce qui a permis, au moins sur Terre, à la vie d'émerger, pour essayer de comprendre si c'est très générique et si ce genre de processus est suffisamment générique pour pouvoir avoir pris place ailleurs dans le système solaire, voire ailleurs dans notre environnement galactique. Donc ce type de recherche se met dans le prolongement de quelque chose qui prend des racines très profondément dans le questionnement de l'humanité. On sait aujourd'hui qu'au moment de la formation du système solaire, des milliards de débris se sont trouvés éjectés très loin du Soleil. Éloignés de la chaleur solaire, ils seraient restés intacts et pourraient contenir des indices précieux pour comprendre l'évolution de la matière jusqu'aux premières formes de vie. Cette matière gravite aujourd'hui sur des orbites encore inaccessibles, au-delà de Pluton. Mais il arrive qu'un de ces débris soit accidentellement happé à l'intérieur du système solaire et s'approche de ces chercheurs qui aimeraient tant sonder leurs secrets. Lorsqu'il se rapproche du Soleil, suffisamment proche pour que la glace se sublime, alors il s'entoure de cette énorme chevelure qui fait des millions de kilomètres, alors que le noyau lui-même fait quelques kilomètres. Et il perd à ce moment-là plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres de sa surface. Ça paraît pas beaucoup, mais sur un objet qui fait quelques kilomètres, ça veut dire qu'il va faire une centaine d'orbites comme ça et c'est fini. On appelle ces objets faits de glace et de matière primitive les comètes. Comme ici, Horizon, filmé par l'observatoire SOHO. Quand vous voyez une comète, pour la comète, c'est son champ du signe, c'est-à-dire que la comète est en train de disparaître. L'idée de la mission Rosetta est née suite au dernier passage à proximité de la Terre de la plus célèbre d'entre elles, la comète de Halley. Un objet spatial dont chacune des apparitions, tous les 76 ans, marque l'évolution de la pensée des hommes sur l'univers. Lorsqu'en 1759, conformément aux lois énoncées par Newton et aux prévisions de son confrère Edmund Halley, une comète apparaît effectivement dans le ciel terrestre. La gravité universelle est définitivement validée.
Une même force régit les mouvements de tous les objets célestes, une force qui explique les orbites de la Lune, des planètes ou des comètes, comme elle permet de calculer le mouvement d'une pomme attirée par la Terre. Le XVIIIe siècle, pour ça, a fait énormément de choses tout à fait remarquables en asseyant cette réalité que les lois sont universelles, c'est-à-dire que les mêmes lois, la pomme et la lune, mais c'est vrai à toute échelle, obéissent, enfin, les objets obéissent aux mêmes lois. Et c'est comme ça que le cosmos est devenu l'univers, c'est universel, c'est-à-dire que partout, à toute échelle, ce sont les mêmes lois qui opèrent. À la fin du XXe siècle, aux lois de Newton sur la gravité s'ajoutait la maîtrise technique de la propulsion spatiale. Les hommes savaient désormais placer des satellites artificiels en orbite autour de la Terre et entreprendre des voyages interplanétaires. En 1986, alors que la comète de Halley s'approchait à nouveau de la Terre, on pouvait, pour la première fois, voler à sa rencontre lors de missions qui allaient inspirer Rosetta. Il y a une armada de 5 sondes spatiales qui ont été à sa rencontre pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un noyau cométaire. Ils n'avaient jamais vu ces petits objets, évidemment. On pensait que c'était une boule de neige blanche. Ces missions étaient peut-être parmi les plus spectaculaires qu'on ait pu concevoir. 2 sondes soviétiques, 2 sondes japonaises et une sonde européenne nommée Giotto partent à la rencontre de la comète de Halley. Jean-Pierre Bibring travaille aux instruments de mesure des sondes soviétiques Vega qui, les premières, croiseront sa trajectoire. Annie-Chantal Levasseur-Rebourg participe à Giotto, surnommée la mission Kamikaze. C'est à ce moment-là, pour la première fois, qu'on a vu un noyau cométaire. Giotto s'approche à 600 km du noyau en plein dégazage. La caméra est détruite, mais elle a pu auparavant transmettre ses informations décisives. Et la comète de Halley remet en cause, cette fois-ci, notre conception de l'émergence de la vie sur Terre. Le premier résultat absolument incroyable qui a été trouvé, personne ne pouvait le comprendre, c'est que c'est l'objet le plus sombre qui existe dans le système solaire. C'est plus noir que du charbon. Alors que c'est fait de glace. Qu'est-ce qui fait que cette glace peut être à ce point absorbante, à ce point sombre? La noirceur des comètes découlerait de la présence de molécules de carbone sous une forme beaucoup plus évoluée qu'on ne l'avait jamais imaginé. Des molécules dites organiques, peut-être même des acides aminés, les briques élémentaires de la vie qui seraient restées prisonnières des comètes avant d'ensemencer la Terre. Il est fort possible que ces comètes aient amené des molécules carbonées complexes, ces molécules carbonées qui ont pu ensuite, par des processus que l'on n'a absolument pas compris et qui sont certainement fort compliqués, donner naissance à la vie sur Terre. Mais lors de ces missions, les instruments embarqués n'étaient pas préparés à l'analyse de molécules organiques. Toutes les agences spatiales imaginent alors de nouvelles missions d'exploration de comètes. En 1993, la plus audacieuse d'entre elles est révélée à la presse par l'Agence spatiale européenne, la mission Rosetta. Le 30 juillet 2005, Rosetta se posera sur le noyau de la comète. Rosetta, c'est la mission qui est dotée des instruments et du laboratoire capables sur place d'analyser ce que c'est qu'une comète. On voudrait savoir de quoi est fait le matériau de départ à partir duquel vraisemblablement
ensemencé dans les océans terrestres, la vie a pu émerger. Des milliers de scientifiques et d'ingénieurs sont sollicités pour imaginer un laboratoire spatial automatisé capable de disséquer la matière d'une comète. Sur l'orbiteur, Rosetta, un accélérateur de particules qui doit récupérer de la poussière de comète et analyser sa composition. Un spectromètre capable de déterminer si l'eau des comètes est de même nature que l'eau terrestre. Des caméras haute définition qui devront aider à la navigation et relever la topographie du terrain en vue de l'atterrissage. Sur l'atterrisseur, Philae, 7 caméras qui devront effectuer le premier panoramique jamais réalisé d'une comète. Un outil radiographique pour déterminer sa composition interne et l'instrument COSAC, qui devra forer la surface et faire chauffer les échantillons récupérés dans des fours miniatures à la recherche de molécules organiques. Au total, 22 outils d'analyse équipent la sonde. Il aura également fallu inventer toute la technologie de navigation. Des systèmes de communication performant à plusieurs centaines de millions de kilomètres. Des panneaux solaires de 30 mètres pour les alimenter pendant 10 ans. Un système d'éjection qui devra propulser l'atterrisseur à une vitesse exacte, ces batteries qui devront fonctionner à moins 150 degrés, des harpons qui devront se propulser automatiquement pour l'ancrer à la surface de la comète. En 2002, les caméras de l'ESA immortalisent le laboratoire spatial Rosetta et son atterrisseur Philae, ici sur son flanc gauche, juste avant leur départ pour l'espace. Une mission de ce genre, c'est le travail d'une vie. L'assemblage de l'instrument dure 5 ans et la sonde voyage 10 ans. Puis en 2 heures à peine, on découvre si les 15 dernières années n'ont servi à rien ou si c'est une réussite. Donc oui, il est tout à fait possible qu'après 15 ans, on constate « Bon ben voilà, ça ne marche pas, on n'a rien ». Fred Gussman est le responsable de l'outil COSAC. Il a lui-même conçu ces fours miniatures destinés à chauffer les échantillons de comètes pour analyser les gaz résiduels et espérer identifier la trace de molécules organiques, peut-être des acides aminés, les briques élémentaires du vivant. Si on pouvait constater que sur la comète, il y a des molécules qui se mettraient à germer si elles tombaient au bon endroit, un endroit où il y a de l'eau, où il y a une atmosphère, ce serait génial, non? Quelques semaines avant l'arrivée prévue de la sonde à destination, Fred Gussman se prépare, sur une réplique terrestre de son instrument, à envoyer des commandes au laboratoire spatial. Tout comme son collègue, Martin Hilschenbach, responsable de l'accélérateur de particules placé sur Rosetta. Ils anticipent tous les cas de figure pour analyser au mieux la matière organique des comètes et peut-être percer le mystère de la vie. Quand on cherche des traces de vie, c'est toujours la vie telle que nous la connaissons sur Terre. La vie telle qu'on la connaît est basée sur la chimie organique. On ne connaît pas d'autres formes de vie. La vie aurait émergé sur Terre il y a 3,5 milliards d'années suite à un assemblage complexe de molécules organiques. Mais au début du XXIe siècle,
Alors qu'on parvient à lancer des laboratoires spatiaux au fond du système solaire, on est encore incapable de fabriquer l'organisme vivant le plus primitif. Lorsque vous attaquez le problème de l'origine de la vie, vous attaquez probablement à des derniers mythes qui existent encore intacts. Louis Dendecourt est astrochimiste. Il tente de recréer de la vie en laboratoire en imitant les conditions du système solaire à ses débuts. On peut définir déjà un système dans lequel il y a forcément de l'eau, pas trop chaude, de grosses molécules qui soient nécessairement très stables. Et pour avoir des liaisons chimiques qui soient capables de réagir les unes avec les autres, il faut pouvoir leur apporter de l'énergie. Et cette énergie ne peut être en gros que l'énergie des photons du Soleil. Les astrochimistes comme Louis Dendecourt cherchent à comprendre comment la matière primitive du système solaire s'est transformée peu à peu jusqu'à devenir vivante. Tous les éléments qui sont ici sur Terre, tous les éléments dans lesquels nous on est constitués, là je parle des éléments atomiques, tout ça on sait que c'est fabriqué dans les étoiles. Donc il n'y a pas de problème, il y a un lien très fort entre les étoiles, les planètes et ce que l'on est nous. On comprend bien aujourd'hui comment les premières formes de vie terrestre ont évolué progressivement jusqu'à la diversité actuelle. Les plantes, les mollusques, les chiens, les hommes. En revanche, juste avant que ne s'enclenche ce processus, de grandes énigmes subsistent. Louis Dendecourt focalise ses recherches sur cette transition de la matière inerte à la matière vivante. Allez. C'est tout de même répondre à des questions très angoissantes. Pourquoi on est là? Où est-ce qu'on va? Pour moi, il n'y a aucun problème. On est là parce que on est en fait les enfants du cosmos, d'une certaine manière. On est en droit fil de l'évolution de l'univers. Mais que s'est-il passé pour que la matière prenne vie? Comme les biologistes parviennent à reconstituer l'évolution grâce aux restes d'animaux disparus, les astrochimistes espèrent de l'exploration spatiale qu'elle leur fournisse des molécules restées intactes depuis des milliards d'années. La comète 67P, découverte par Churyumov et Gerasimenko en 1969, est la cible de la mission Rosetta. L'expérience la plus complète jamais imaginée pour comprendre les origines de la vie. En mars 2004, une nouvelle version de l'Ariane 5 est sur le point de décoller avec Rosetta à son bord. Pendant ce temps, à Darmstadt, Andrea Accomazzo, alors âgé de 34 ans, s'apprête à prendre les commandes de la sonde. À l'instant où Ariane aura largué Rosetta, le contrôle de l'engin lui reviendra. Le 2 mars 2004, une Ariane 5 a décollé de Kourou avec Rosetta à bord. C'était fantastique, un grand soulagement.
Quand elle décolle, il y a ce bruit énorme et juste après, on réalise qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire jusqu'à ce que la sonde soit lâchée avec succès. Ces heures ont été interminables. « 2h13 après le décollage, selon l'expression consacrée, tous les paramètres à bord sont nominaux. La mission d'Ariane Espace est accomplie. Celle d'Andrea Accomazzo commence. Elle durera 12 ans. Si on place sur ce dessin le Soleil ici, au centre du système solaire, eh bien l'orbite de la comète autour du Soleil ressemble à ça, relativement large. Ça, c'est la comète qui tourne autour du Soleil. Si je prends l'orbite de la Terre, qui est notre point de départ, on a quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est l'orbite de la Terre. Donc vous voyez, l'orbite de la comète est beaucoup plus grande que celle de la Terre. Ce que le lanceur Ariane 5 a pu nous donner au départ, c'était quelque chose de légèrement différent de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc on est encore très loin de l'orbite de la comète. Pour que Rosetta puisse atteindre cette orbite, on utilise une technique connue dans les vols interplanétaires qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Basée sur les lois établies par Newton, l'assistance gravitationnelle consiste à placer la sonde dans le champ de gravité de différentes planètes pour profiter de leur mouvement autour du Soleil et accélérer la sonde. Car ni l'élan donné par Ariane, ni les propulseurs intégrés à la sonde, qui ne servent qu'à ajuster sa trajectoire, ne lui permettent d'atteindre l'orbite de la comète 67P. Donc on utilise l'énergie des planètes qui tournent autour du Soleil pour envoyer Rosetta de plus en plus loin. C'est comme une chaîne qui attrape Rosetta et la lance plus loin. 3 ans après son décollage, Rosetta entre dans le champ gravitationnel de Mars pour subir une nouvelle accélération. Lorsqu'elle est passée tout près de Mars, on a mis sous tension nos caméras et on a fait une image que j'aime beaucoup, où on voit Mars au fond, la sonde en premier plan, avec son grand panneau solaire. Et Rosetta qui passe devant, qui voit ça, qui fait une image et qui ensuite va vers le noyau cométaire. Bon, il y a quelque chose de très émouvant aussi là-dedans. Après avoir profité du mouvement de Mars autour du Soleil, Rosetta quitte son orbite selon une trajectoire prévue pour plonger vers la Terre en novembre 2007, puis une dernière fois en février 2009. Après 5 années d'une trajectoire interplanétaire savamment calculée, la sonde s'éloigne définitivement de la Terre avec la vitesse nécessaire pour se placer sur l'orbite de 67P et la rejoindre au plus loin du Soleil. Au cours du voyage interplanétaire de Rosetta, on a eu la chance de traverser 2 fois la ceinture d'astéroïdes. Il y avait des scientifiques avec nous dans la salle de contrôle qui téléchargeaient en temps réel les données de Rosetta.
Les images arrivaient directement sur leur portable. Une image m'a saisi. On y voyait l'astéroïde et il y avait une petite étoile juste derrière. En regardant attentivement, on a réalisé que c'était Saturne. On pouvait voir les anneaux de Saturne. C'était fantastique. Le 8 juin 2011, alors que son élan la dirige vers l'orbite de la comète 67P, les systèmes de la sonde Rosetta, trop éloignés du Soleil pour fonctionner, sont éteints. Plus aucune communication n'aura lieu avec la Terre pendant 32 mois. Pendant le voyage de Rosetta, les équipes scientifiques suivent les avancées des autres agences spatiales avec l'intérêt et l'inquiétude de concurrents. La sonde spatiale Deep Impact de la NASA tire un projectile depuis une distance de 8000 km sur le noyau de la comète Tempel 1. L'impact est filmé par plusieurs sondes et télescopes. Puis la sonde Stardust, après avoir traversé la chevelure d'une comète avec une vitesse relative de 20 000 km/h, revient sur Terre avec quelques poussières de comète à son bord. Un laboratoire de la NASA affirme avoir identifié la trace de glycine, un acide aminé présent chez tous les êtres vivants. Mais la faible quantité de molécules récupérées et leur état dégradé par un impact violent ne permettent pas d'établir avec certitude que cette trace organique provient bien de la comète et non pas d'une contamination terrestre. En 2014, la mission Rosetta est toujours en passe d'accomplir un exploit sans précédent dans l'histoire. On sait assez précisément où se trouve Rosetta, mais on sait beaucoup moins bien où se trouve la comète. Depuis le réveil de Rosetta, Andrea Accomazzo peut à nouveau interagir avec la sonde. Mais à ce stade de la mission, la position de la comète, déduite d'observations terrestres, est trop imprécise pour espérer la survoler. On veut amener Rosetta à seulement quelques kilomètres de la comète. Mais pour l'instant, on a une incertitude sur sa position de l'ordre de 10 000 kilomètres. C'est clair que ça ne peut pas marcher. La seule solution, c'est de photographier la comète depuis Rosetta pendant la phase d'approche. La navigation en mode visuel ne sera possible qu'à partir du moment où les caméras de Rosetta commenceront à percevoir la lumière renvoyée par la comète. À l'Institut Max Planck, Holger Sierks, responsable des 2 caméras haute résolution embarquées par Rosetta, recherche les premiers indices visuels de la comète 67P. Ces images sont authentiques, non nettoyées, avec les rayons cosmiques. Elles sont vraiment dans l'état où elles nous ont été transmises par la sonde spatiale. Le fond fixe des étoiles sert de repère dans l'espace. Ici,
telle constellation, repérée sur une image référence, est superposée à cette même constellation, photographiée par la caméra de Rosetta. Tous les objets célestes s'ajustent. Et, à l'emplacement supposé de la comète, Holger Sirks cherche un nouveau point lumineux, la trace de 67P. Et puis un jour, les spéculations deviennent certitudes. 3 images prises à 24 heures d'intervalle tournent en boucle. Ce point, au centre, qui se déplace, c'est la première preuve tangible que 67P est en ligne de mire. Holger Sirks envoie l'image à toute l'équipe. On a reçu un email. On savait exactement ce à quoi s'attendre. Un point blanc dans un ciel noir, parmi des milliers de points blancs. J'ai pensé aux 17 années écoulées. Le jour où vous recevez une telle image, vous vous dites, on est vraiment en train de le faire, on touche au but, c'est notre comète. Ce n'est plus une simulation, c'est la vraie. L'objectif des directeurs de vol, ne plus lâcher ce point dans l'espace, se diriger droit sur lui. Le 21 mai 2014, l'équipe d'Andrea Comazzo calcule la modification de trajectoire décisive pour espérer atteindre la comète. Une commande est envoyée pour activer ses propulseurs pendant 7h35. Si les calculs sont exacts, les images envoyées par Rosetta au fil des jours devraient enfin dévoiler la forme de cet objet qui n'a jusqu'à présent jamais été pour les hommes qu'un point lumineux dans l'espace. Ce que je trouve fascinant en pensant à Rosetta, c'est le fait que des hommes, des siècles plus tôt, alors qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, ont été capables de calculer les orbites de planètes, de lunes, de comètes, extrêmement précisément. Ce qu'ils ont fait est remarquable, et j'aimerais que ce que nous réalisons aujourd'hui puisse être perçu par ces personnes comme un accomplissement de tout le travail qu'ils ont mené des siècles plus tôt. Chaque fois, quand on reçoit les premières images et qu'on s'aperçoit qu'on a dans le champ exactement ce qu'on avait prévu, bien sûr, quand on réfléchit d'un point de vue rationnel, les lois de la physique sont relativement bien établies. Donc, ce n'est pas un étonnement sur le fait que les lois de la gravité sont vérifiées. Mais c'est toujours pareil, on a beau y croire, quand on le voit, c'est encore mieux. Ces images inédites d'un noyau de comète, obtenues après un voyage de 10 ans, sont saluées dans le monde entier. Pourtant, la forme de 67P inquiète. Sa structure en angle droit et sa surface chaotique compromettent la phase la plus spectaculaire de la mission Rosetta, la première tentative d'atterrissage sur une comète. Le 23 août 2014,
une réunion est organisée à Toulouse, au Centre national d'études spatiales, pour tenter de trouver un site d'atterrissage. Ça va bien et toi? Congratulations. Yeah, congratulations for the everything. The illumination here is really bad. Les ingénieurs de vol et les scientifiques responsables de l'atterrisseur Philae ont eu 15 jours depuis l'arrivée de Rosetta à destination pour caractériser une comète jusqu'alors totalement inconnue. Il a fallu déterminer sa masse pour calculer les trajectoires de chute de l'atterrisseur, étudier son mouvement de rotation et le temps d'ensoleillement de ses différentes faces, cartographier précisément le terrain pour évaluer le risque d'un retournement à l'atterrissage. Mais les premières confrontations de résultats sont claires. Aucun site ne remplit toutes les caractéristiques espérées. Les compromis qui s'imposent accentuent des opinions divergentes, particulièrement entre les ingénieurs de vol et les responsables scientifiques. The flat area of B is more or less the same size of the total areas of the other landing sites where you have mountains and everything. That's why B is good, because it's much bigger than the other. We told you, for all the reasons that has been said here, that B is not ranked in the top 2. The mission is not only to land, it's to make science on where we land. The only reason to select a site is your judgment and capability to land on a given area. Of course, it's one of the parameters. The other have to be taken into consideration. That's why we are 70 people in the room and not only flight dynamics in the room. Il y a des sites ici qui ont comme intérêt que l'on peut voir les deux lobes et on peut a priori sonder l'ensemble, mais ils sont relativement chaotiques, donc c'est ça la difficulté. Mais il se trouve que les endroits les plus faciles pour se poser, c'est exactement sur le sommet ici, parce qu'il y a un énorme cratère qui est rempli de matériaux, qui fait que c'est relativement plat ici. Et donc, c'est ici qu'a priori, les gens qui ne travaillent que sur cette question de la facilité de se poser aimeraient nous mettre. Pour les responsables des outils scientifiques embarqués par l'atterrisseur Philae, l'enjeu principal consiste à s'assurer que le site choisi, s'il devait être atteint, soit propice aux expériences qu'ils ont conçues 15 années plus tôt. When we got to this comet, within 2 weeks, we are the only ones that are able to project a shape model that is sensible. We are the only ones that are able to make computations that make sense. In all these meetings, there's not a single one that is able to project a picture with a scale next to the thing. You don't know whether it's 20 meters or 2 kilometers. If we aim for a... Si on vise un site particulièrement dur ou qui présente des éléments à sa surface risqués pour l'atterrissage, bien sûr, on considère que ce n'est pas judicieux parce que ça compromet complètement la mission. Si l'atterrisseur se retourne, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Scientists are, in a way, dreamers, otherwise they couldn't do their job. Of course. I would have never decided to fly to a comet. Exactly. The engineers would never have come up with such a mission. Moi, j'aime le site A. Je sais, ce n'est pas un coin très pratique, c'est pas aussi plat. Mais c'est là que ça se passe. C'est là que la comète fume. Pendant la nuit, les trajectoires de descente vers chacun des sites pressentis sont affinées. Les équipes trouveront finalement un compromis avec le site J. Un site qui semble être constitué d'une matière très primitive, situé sur le sommet de la comète,
mais dont la surface plane est plus étroite que celle espérée par les directeurs de vol. Il leur reste 2 mois pour établir la stratégie de largage. Cette forme très biscornue de la comète nous complique la tâche parce que du point de vue de la gravité, il n'y a pas une gravité constante comme sur une sphère. Donc on va avoir des trajectoires extrêmement compliquées, très tordues. À Toulouse, l'équipe du CNES calcule la position d'où l'atterrisseur Philae devra être largué pour atteindre sa cible. Philae sera lâché d'une distance de 22 km, 2 fois l'altitude de croisière d'un avion de ligne. Il tombera en chute libre pendant 7 heures sans rien pour le contrôler, selon une trajectoire dépendante de sa vitesse d'éjection et de la gravité de la comète. It's not an elliptical orbit because it happens in, I think it's only 3 days. 1 mois plus tard, c'est au tour d'Andrea Accomazzo et Vicente Companis d'établir le plan de vol de Rosetta pour la mener au point de largage avec la bonne vitesse à l'instant T. Mais la distance qui sépare le directeur de vol de la sonde télécommandée complique sérieusement la tâche. Chaque commande envoyée à Rosetta lui parvient seulement une demi-heure plus tard. Il faudra pourtant être exact. De la dernière manœuvre de Rosetta dépend entièrement le point de chute de Philae. On estime qu'on a pas mal de chances de toucher la surface dans un cercle de 500 mètres autour du point visé. Bien sûr, on espère faire mieux, mais il faut faire face à cette réalité. Si on touche un rocher ou une pente, même de 2 ou 3 mètres, il n'y a rien qu'on puisse faire. Ce n'est plus de notre sort. Au-delà de l'exactitude des calculs, il faudra également de la chance pour parvenir à se poser et sonder la matière primitive d'une comète. Tout système laissé à une certaine forme d'abandon va aller vers un désordre croissant, vers un désordre qui est en quelque sorte mortel. Or, la vie, c'est exactement à l'opposé de ça. La vie, en fait, construit de l'ordre à partir du chaos, d'une certaine manière, à partir du désordre. L'émergence de la vie a longtemps trouvé pour seule explication possible l'intervention d'un être divin ou un hasard miraculeux. Si c'est du hasard, c'est totalement impossible. On donne souvent un peu l'analogie, vous prenez toutes les pièces d'un Boeing 747, vous les envoyez en l'air et ça retombe et vous avez le Boeing 747. Et donc c'est totalement impossible. Louis Dendecourt espère trouver la loi qui explique comment la matière s'est organisée jusqu'à lancer l'évolution du vivant. Maintenant que l'on connaît, disons, de mieux en mieux les conditions qui ont prévalu à l'apparition de la vie sur Terre, je pense que d'ici une dizaine d'années, le problème devrait être résolu. L'aboutissement de ces recherches sur les origines de la vie établirait que l'apparition de formes vivantes découle d'une loi universelle, un processus logique de transformation de la matière qui se serait enclenché partout dans l'univers où l'environnement y est propice. Un élément liquide comme l'eau, de l'énergie comme la lumière d'une étoile et des molécules organiques comme celles que pourraient contenir les comètes.
Dans 12 heures, Philae doit se séparer de Rosetta, le point d'orgue d'une mission lancée il y a plus de 20 ans. La première tentative d'atterrissage sur une comète suscite un intérêt médiatique exceptionnel. Au centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne, 1500 journalistes venus du monde entier s'apprêtent à relater en direct le déroulé des opérations. Dans une salle adjacente, Jean-Pierre Bibring et Holger Sierks préparent leurs équipes à la séquence de largage. Les images de leurs caméras posées sur Philae et sur Rosetta joueront un rôle crucial pour suivre les opérations. Demain, lui, il est donc responsable de la caméra sur l'orbiteur, nous sur le lander. Et donc voilà, 2 heures après, il devrait nous faire une image et nous on fera son image, on mettra ça ensemble. Voilà, super. Andrea Accomazzo s'isole de l'effervescence médiatique pour vivre les 24 heures les plus intenses de sa carrière. Mais les images des caméras placées dans la salle de contrôle seront suivies en direct dans le monde entier. Dans la nuit, l'ordre de largage a été confirmé. À 8h35, temps universel, Philae est éjecté. Mais sur Terre, personne ne le sait encore. Désormais, le rôle de Rosetta consiste à maintenir la communication entre Philae et la Terre. Dans la salle de contrôle de Darmstadt, Andrea Accomazzo attend que le signal confirmant la séparation parcourt les 28 minutes-lumière, les 500 millions de kilomètres qui le séparent de la sonde. C'est le point de non-retour. Plus aucune intervention n'est possible avant l'atterrissage. We'll land in 6 hours. Yes, Klim Churyumov a été invité à suivre sur place l'atterrissage sur la comète qu'il a découverte un demi-siècle plus tôt. Dans les salles de réception de l'ESA, on s'échange les informations qui filtrent. Une première mauvaise nouvelle est relayée. The radio works. There's one little negative thing, which is that the thruster doesn't work, but you might... Le système de propulsion qui doit plaquer Philae sur le sol de la comète au moment de l'impact ne fonctionne pas. Pour s'ancrer à la surface de la comète, Philae ne peut plus compter que sur ses 2 harpons qui doivent se déclencher automatiquement au contact du sol. On attend d'une minute à l'autre, c'est le premier cliché pris par Philae. Les scientifiques, sollicités par la presse, profitent de cette attente impuissante pour rappeler l'objectif de la mission Rosetta. C'est un objet qui nous raconte notre histoire remontant 4,6. Alors qu'il est en direct à la radio avec Annie Chantal Levasseur-Regour, Jean-Pierre Bibring reçoit un message de l'équipe Philae. Je profite d'être à l'antenne pour vous dire que je viens effectivement de recevoir en temps réel donc la toute première image qui a été prise. Et on voit effectivement notre sonde, elle est dans l'ombre et on voit la lumière qui se réfléchit sur les instruments à l'extérieur. Et donc c'est très émouvant parce que voilà, pour la première fois, on s'est séparé de notre engin et on voit celui qui nous a porté pendant 10 ans jusqu'à ce point-là s'éloigner de nous. Les images envoyées par Rosetta confirment que les 3 pieds de Philae se sont correctement déployés.
La caméra Rollis, située sous Philae, annonce une trajectoire parfaite. On peut imaginer qu'à l'heure de la comète, l'atterrissage a déjà eu lieu, mais comme il faut à peu près une demi-heure pour que les ondes électromagnétiques nous arrivent, de toute façon, on n'en sait rien. Les yeux sont rivés sur les écrans où s'affiche le visage du directeur de vol, Andrea Accomazzo. On attend l'expression de sa joie pour saluer une première historique. À 17h03, à l'heure exacte calculée par l'équipe de vol, les signaux télémétriques annoncent que Philae a touché le sol de la comète. Pourtant, un problème majeur perturbe le programme. Une minute après que sa joie a déclenché la liesse de millions de personnes, Andrea Accomazzo est alarmé par de nouvelles informations. It's the redundant one. The nominal one is 1385. Okay, this one is not going down though. The elevation did not go down. It's the same resolution as It's probably due to the forming exploding. Das ist ein Tag der Begeisterung, des Glücks und der Faszination. Les mesures d'illumination des panneaux solaires de Philae indiquent que l'atterrisseur ne s'est pas stabilisé. La situation de Philae est incertaine. Deux heures après l'impact, on attend toujours l'image promise, le pied d'un laboratoire posé sur une comète. Mais la preuve tangible du premier atterrissage cométaire ne vient pas. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il est arrivé sur le noyau. Je ne sais pas s'il est resté. On ne sait pas s'il est resté, mais bon. Pendant ce temps, l'analyse des images permet peu à peu de reconstituer le fil des événements. Après une chute de 7 heures, Philae a touché le sol de la comète à 10 mètres du point visé. Les calculs des équipes de vol se sont avérés parfaits. L'impact au sol, visible sur ces images prises par Rosetta, en atteste. Mais les harpons de Philae ne se sont pas déclenchés. Il a rebondi. Cette image, prise 10 minutes après l'impact au sol, est la dernière sur laquelle Philae est visible. La suite de sa trajectoire est déduite des instruments de mesure. L'atterrisseur, dont le poids est équivalent à celui d'un objet d'1 gramme sur Terre, se serait élevé à plus d'1 kilomètre d'altitude. Et à 19 h, Rosetta, passée de l'autre côté de la comète,
ne peut de toute façon plus établir de contact avec l'atterrisseur. Il faudra attendre 7 heures, demain matin, lorsque Rosetta se lèvera sur l'horizon de la comète, pour savoir si Philae s'est reposé en état de marche ou s'il a disparu. Dans la salle de contrôle, après 10 ans de mission, on ne sait pas si on est l'auteur d'une première mondiale ou si l'aventure est terminée. Stefan, du warst sowas von dankbar gemacht. When I came in this morning, very early, it was 6 o'clock Zulu, so 7 o'clock in the morning. Quand je suis arrivé ce matin, à 7 heures, We were here alone. on était seuls, No pressure, nobody else. pas de pression, personne d'autre. Et j'ai vu le signal de l'atterrisseur surgir exactement à l'heure attendue. L'atterrisseur était en vie, la machine était sur la comète, elle avait survécu toute seule pendant plus de 10 heures. L'émotion que j'ai ressentie était tellement profonde, vous ne pouvez pas imaginer. Le 13 novembre 2014, à 7 heures, les images envoyées par Philae parviennent enfin sur Terre. Un de ces 3 pieds, posé contre cette roche noire, cette matière primitive, témoin de nos origines. 탐사선 로제타와 필레 300 ans après Newton et les premiers calculs d'orbite cométaire, un engin humain a touché le sol d'une comète. La mission de l'Agence spatiale européenne est saluée partout dans le monde comme un exploit sans précédent depuis le premier pas de l'homme sur la Lune. The true story, I think, is the Shiva panorama, because this is somewhat old. So we want to see how it is located. But from the raw image of the Shiva panorama, when you see the food, the one published, there's a very black portion. Is it sky, that one, or we don't know? Yes. The stars? Yes. Probably. Après 2 nuits presque sans sommeil, les principaux acteurs de la mission découvrent qu'ils ont attiré l'attention du monde. We are there. You're not going to get to forget this one. I was talking to Sylvain at that time. I wanted to Oh là là. So we have the first images taken by the author. Jean-Pierre Bibring, responsable scientifique de Philae. Holger Sierks, responsable des caméras de Rosetta. Stéphane Oulamek, directeur des opérations de Philae. Et Andrea Accomazzo, le pilote, se retrouve pour raconter au monde l'aventure Rosetta. Coincé à l'ombre d'une falaise, Philae ne pourra pas recharger ses batteries comme prévu. Avant qu'elles ne s'épuisent, dans une 60aine d'heures,
le maximum d'instruments sont activés. Les 3/4 des données scientifiques prévues parviennent sur Terre et une dernière commande est envoyée. Les panneaux solaires de Philae sont réorientés pour optimiser leur exposition. Les ingénieurs espèrent que le peu d'énergie cumulée de jour en jour suffira à relancer la machine avant la fin du voyage de Rosetta, programmé en décembre 2015. Mais déjà, après l'exploit technique, les révélations de la mission Rosetta sont relayées par les plus grandes revues internationales comme autant d'avancées scientifiques majeures. Quand des expériences ont été sélectionnées, c'est au milieu des années 90, pour la mission Rosetta. Les données de la sonde Rosetta, qui continuent d'arriver dans les laboratoires, confirment l'abondance et la variété de molécules organiques complexes. Pretty low radiation, so it should be quite the original material. Jamais, depuis la mission Rosetta, les êtres humains n'ont été si proches d'expliquer comment la matière s'est organisée pour engendrer la vie. Ça, c'est vraiment l'évolution de l'univers. Tu pars d'un chaos et tu ordonnes au cours du temps. Un processus qui, au fur et à mesure qu'on parvient à le comprendre, révèle son caractère à la fois universel et exceptionnel.